cause des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dans les villes frontalières, les populations des deux pays rêvent d'une reprise imminente de l'économie. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a radié 8 cadres de son secrétariat exécutif. Parmi eux, 7 ministres favorables au parti unifié. Puis au Bénin, la capitale économique Cotonou a abrité la 2e édition d'Eco-Running. L'initiative a pour but de faire du sport tout en nettoyant la ville des déchets. Zalambessa, dernier bastion éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée. Âprement disputée lors du conflit qui opposa les deux pays à la fin des années 90, cette petite ville a été laissée à l'abandon. Les stigmates de la guerre sont toujours bien présents. La ville a été entièrement détruite. Il n'y avait plus rien. On a juste retrouvé des ruines de moins d'1 mètre de haut. Le rapprochement récent entre les deux frères ennemis pousse ses habitants à l'optimisme. Tous espèrent que l'ouverture de la frontière relance l'économie à l'agonie depuis plusieurs décennies. Quand l'Éthiopie et l'Érythrée étaient en paix, les produits comme le café, le teff ou d'autres produits éthiopiens, on les envoyait en Érythrée. Donc, si la route s'ouvre, la ville va en bénéficier. La petite ville frontalière compte sur la reprise des relations commerciales pour rattraper son retard et se raccrocher au reste du pays. L'Éthiopie connaît une croissance économique de près de 7% par an. C'est sûr que quand il y aura la paix, il y aura plus d'échanges. La ville va grossir et le commerce sera meilleur. Pour les habitants de toute la zone frontalière, l'impatience se fait sentir. Mais les rêves sont là. De voir cette région redevenir un point central des futurs échanges économiques entre les deux pays et ne plus avoir à entendre le son des fusils. Je pense que je vais y réfléchir, mais je n'imagine pas engager cette réflexion sans en parler d'abord et principalement avec le président Alassane Ouattara et ensuite avec Henri Konan Bédié, a répondu Guillaume Soro au journaliste qui lui demande s'il sera candidat dans cet entretien de 18 minutes transmis vendredi et qui doit être diffusé dimanche. On prête depuis longtemps des ambitions présidentielles à Guillaume Soro, mais il ne les avait jamais confirmées jusqu'à présent. Ex-chef de la rébellion qui a contrôlé la moitié nord de la Côte d'Ivoire pendant la décennie de crise politico-militaire des années 2000, ancien Premier ministre, Guillaume Soro est un des vice-présidents du Rassemblement des Républicains, RDR, la formation du président Ouattara. Ce dernier, âgé de 76 ans, a évoqué lundi dernier sa succession au terme de son 2e mandat en 2020 lors d'un discours pour la création du nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il a aussi invité Henri Konan Bédié, le président octogénaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, jusqu'ici son allié, à transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Dans l'entretien, Soro réaffirme entretenir une relation excellente avec le président Ouattara, relation qui résiste aux intempéries d'entourage, quelquefois excessifs, alors que les deux hommes sont réputés en froid. Il n'était pas présent à l'Assemblée générale constitutive du RHDP lundi, officiellement pour cause de mission au Canada. Il s'est placé en retrait de la scène politique ivoirienne depuis plusieurs mois avec l'objectif de se donner une posture de rassembleur. De manière sibylline, il s'est dit favorable au RHDP, mais sans rompre avec le PDCI. Toujours dans l'entretien, Guillaume Soro dit ne pas envisager de créer un nouveau parti pour se présenter à la présidentielle. L'équipe du chef de file de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, l'un des principaux candidats à la présidentielle du 29 juillet prochain contre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a dénoncé ce vendredi d'importantes anomalies dans le fichier électoral, mettant en garde contre ce qui s'apparente à une vaste tentative de fraude. Nous sommes au regret de constater que dans le fichier mis en ligne par la délégation générale aux élections, vous avez 275 761 doublons. Donc c'est le retour des doublons dans le fichier. À l'étude des différents éléments documentés, analysés et vérifiables en ligne,
il en ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 241 574 électeurs. Le directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale avant le premier tour du scrutin. Pour nous, la responsabilité du gouvernement est entièrement et gravement engagée dans ce qui s'apparente à une vaste tentative de fraude tendant à prendre en otage le vote du peuple malien. Toutes ces incohérences entre le fichier audité en avril dernier, qui n'a jamais été publié, et le fichier mis en ligne par la délégation générale aux élections, donc que nous considérons comme étant le fichier officiel, en fait, crée un confortable matelas pour la fraude. Malgré les violences qui persistent au centre et au nord du pays, l'organisation du scrutin se poursuit. Plus de 62% des cartes d'électeurs ont déjà été retirées selon le gouvernement qui a décrété ce vendredi et lundi prochain férié pour faciliter le processus de retrait. Au total, 24 candidats seront présents au premier tour, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta qui avait battu Soumaïla Cissé au second tour en 2013. Le PDCI a remanié jeudi soir son secrétariat exécutif, le faisant passer de 30 à 24 membres. Parmi les limogés figure notamment le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait lancé début juillet au sein du PDCI un mouvement dissident, ainsi que les ministres Thierry Tano, du pétrole et énergie, et Alain Richard Donwahi, des eaux et forêts, entre autres. En effet, le PDCI, présidé par Henri Konan Bédié, s'était prononcé contre l'adhésion au Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, lancé en grande pompe lundi et qui ambitionnait initialement de réunir le PDCI et le Rassemblement des Républicains, la formation du président Ouattara. Tous les ministres PDCI du nouveau gouvernement formé la semaine dernière, ainsi que des élus de ce parti, se sont déclarés favorables au parti unifié et ont assisté à son lancement. Une désobéissance aux consignes expresses de Bédié, réitérée juste avant le lancement du RHDP. Alors que tous les médias ivoiriens estimaient vendredi qu'il s'agissait d'une sanction, une source proche de la présidence du PDCI a déclaré que ce n'en était pas une. Les instances dirigeantes du PDCI ont en effet refusé de fondre leur parti dans le RHDP tant que le RDR ne s'engagera pas à soutenir un candidat unique issu du PDCI en 2020. Mais le RDR rechigne et Alassane Ouattara laisse même planer depuis quelques mois l'idée qu'il pourrait se représenter pour un troisième mandat. Le gouvernement a convoqué ce dialogue parce qu'on a observé une petite malaise dans certains membres de l'opposition. Il fallait que tout le monde s'unisse parce que comme vous-même vous dites en français, pour que l'eau ne se coule pas, il faut que les mains s'unissent. Pour que la situation ne se détériore pas, il faut que tout le monde s'assoie sur la table de dialogue. Dialoguer, c'est de connaître les points faibles de l'autre, les doléances des autres et arriver à un point d'entente pour pouvoir amener à de bonnes solutions toutes ces inquiétudes-là. Je peux vous assurer que les choses avancent. Depuis lundi, que le chef de l'État il a fait l'ouverture, jusqu'aujourd'hui nous sommes au 5e jour, vous-même vous le constatez. Vous n'avez pas observé aucune anomalie dans la salle. Le débat se fait dans la cordialité, dans le respect mutuel, mais c'est normal que les opposants peuvent employer un ton un peu délicat, mais vous savez, la parole, tout le monde ne maîtrise pas la parole de la même façon. Raison pour laquelle je peux vous assurer que le dialogue, ça continue, ça se déroule bien, normalement, avec toute la paix comme vous-même vous pouvez constater. Si le gouvernement avait organisé le dialogue pour lui-même, sans la participation des partis politiques, ou le gouvernement avait choisi certains partis politiques, on disait, bon, pourquoi? Mais le gouvernement a
invité à tout le monde. Même le gouvernement a payé des billets d'avion. Le gouvernement paye le logement pour ceux qui sont ici aujourd'hui, qui n'ont pas de logement. Le gouvernement les a invités. Le gouvernement, il paye leur restauration. On a une salle à manger, petit déjeuner, manger, tout compris. Même il y a des indemnités journalières pour tous les participants. Après sa visite au Niger, la ministre française des Armées s'est rendue ce vendredi au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. Selon un communiqué de presse du ministère des Armées, Florence Parly s'est entretenue avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré pour lui renouveler le soutien de la France à la force conjointe du G5 Sahel ainsi qu'aux forces armées burkinabées. De planification et nous nous sommes mis d'accord avec le président pour poursuivre la coordination et l'approfondissement des opérations qui sont menées d'une part par les forces armées burkinabées, d'autre part par la force conjointe du G5 Sahel et puis éventuellement d'autres forces alliées qui peuvent venir en appui. L'objectif, il y a un bataillon burkinabé qui est intégré dans la force conjointe et donc c'est ce travail qu'il nous faut absolument poursuivre. Mais j'ai tout à fait bon espoir puisque nous avons une coopération tout à fait excellente au sein de la force conjointe et puis avec les forces qui sont en appui. Il s'agit du 7e déplacement de Florence Parly dans la région où agit l'opération Barkhane, rappelle le ministère français des Armées qui souligne que ce déplacement lui permettra de faire un point de situation sur les opérations de lutte contre le terrorisme menées par les forces françaises au Sahel. Deuxième édition de l'éco-running à Cotonou. Cette course de sensibilisation contre les sachets plastiques consiste à allier le fitness aux gestes écologiques. Les participants à cette édition ont donc couru sur un parcours d'environ 6 km et scindé en 3 groupes afin de couvrir une large partie de la capitale économique du pays. Nous pouvons marcher, faire du sport en ramassant les déchets plastiques, tout simplement parce qu'en tant que citoyens, nous sommes responsables de la propreté de la ville. Nous vivons dans des quartiers sales, Cotonou est sale et la plupart de nos vies sont sales et nous attendons que ce soit, bon c'est vrai, nos autorités qui s'occupent de la propreté, mais c'était aussi pour nous amener à nous rendre compte que c'est aussi de notre responsabilité de veiller sur la propreté de nos villes. Et donc notre objectif c'était de ramasser les déchets plastiques, de les donner à une association qui va les transformer et donc tout ce qu'on a ramassé va avoir une deuxième vie et puis bon, notre environnement va respirer mieux et nous aussi on va respirer mieux. Qui parle de sport parle de santé et qui parle de santé parle de salubrité et de propreté quelque part. Alors donc dans ce sens on a trouvé nécessaire d'accompagner Sachets Eloué pour rendre nos villes propres. Débarrasser les rues des sachets plastiques c'est bien, mais sensibiliser les populations à des gestes et habitudes écologiques afin qu'il y ait de moins en moins de sachets à ramasser, c'est encore mieux. Vous avez dû remarquer, on s'arrêtait pour expliquer aux gens. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Pour que le message passe, il faut des campagnes plus élargies pour pouvoir toucher toutes les couches sociales de notre population. Notre plan, c'est d'en faire une activité mensuelle, pas seulement dans Cotonou, mais dans toutes les villes du pays. Cette initiative éco-citoyenne a enregistré une forte participation et pourrait inspirer les municipalités. Si les CA pouvaient organiser une journée du genre, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, je pense qu'ils auraient résolu plus de 80% des problèmes environnementaux que nos citoyens subissent chaque jour.